Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour, comme d'habitude, après toutes les semaines de compétition, après chaque semaine de compétition. C'est le débriefing du mardi matin. On va parler de tous les matchs qui se sont déroulés, notamment dimanche, puisque au moment où on enregistre ce podcast, le Monday Night Football n'est pas encore disputé, donc on ne connaît pas le résultat entre les Vikings et les Bears, mais vous le saurez en lisant les articles le matin sur The Playoff. Vous aurez le résultat d'ores et déjà. On va donc revenir sur les principaux moments forts cette journée de dimanche, de cette première semaine de NFL. On va détailler notamment 4 matchs et puis à la fin, la dernière partie, on reviendra sur tous les résultats en vous donnant en quelques mots ce qu'on a pu penser des rencontres qu'on n'a pas pu détailler en profondeur parce que malheureusement, si on doit tout détailler, le podcast ferait 3 heures et dans ce cas-là, ce sera un podcast animé par Yaya qui n'est pas là. D'ailleurs, aujourd'hui, on le salue, Yaya qui est parti chercher une O-line pour les Giants. Autant dire que ça devrait prendre un petit peu de temps avant qu'ils reviennent. Mon cher Seb, il est là, lui. Il est victorieux. Voilà. Il est auréolé de sa victoire splendide des 49ers. Mon Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Oui, le week-end commence bien et puis surtout, mais ça y est, la vache, enfin, c'était la première semaine. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. En effet, on va débriefer un peu tout ça. C'est le premier débrief d'une longue série. Et si je puis me permettre, c'était quand même une première journée qui était pas mal du tout. Il s'est passé plein de choses encore. C'était pas piqué des hannetons. Hein. Ils sont quand même très forts, les Américains. T'imagines que dès le premier match du début, le premier match, première journée de la saison régulière, 6 secondes de jeu, t'as déjà un mec expulsé. Derrière, t'as un orage. En plus, ils ont voulu donner raison à Yaya. Ils nous ont mis une tempête en Floride. Enfin bref, ils sont vraiment forts, les Américains. On dira ce qu'on voudra, mais les scénaristes de la NFL, quand même, chaque année, ils font du bon boulot. C'est bien hein, foutu comme spectacle. C'est très très fort. Mon Vince, c'est là aussi, lui, il s'est fait peur contre les Titans, mais il a réussi à aller chercher lui aussi une victoire. Salut mon Vince, comment ça va? Salut à toutes, salut à tous. Alors, très honnêtement, j'y suis pas pour grand-chose dans cette victoire. Très franchement, j'ai sorti mon petit maillot, oui, ok. Mais à part ça, j'ai soufflé. De désespoir la plupart du temps, mais finalement, ça a bien souri. Pour un match qui commence à 22h, le dernier match de la soirée, je les ai un peu détestés. Je dois le reconnaître. Ce matin, mon réveil mon corps m'a détesté aussi. Mais sinon, tout va bien. La NFL a repris ses droits. Le jeu a repris ses droits. Comme l'a dit Seb, énormément de choses à dire déjà dans cette première journée. C'était une superbe promotion de la NFL, ce que l'on a vu hier, surtout dans le dernier match de la journée, qui était fabuleux. Oui, on va y en reparler bien évidemment de ce fameux Bills Ravens qui pourrait peut-être, et c'est rien de le dire, je pense, être le plus beau match de la saison régulière dès la week 1. C'est pas impossible qu'à la fin de l'année, on se dise quel a été le plus beau match et que ce soit tombé dès la week 1. Mais on a encore 17 semaines pour en trouver d'autres. Il manquait une prolongation. Il n'y a pas de raison. Oui, enfin ça dépend pour qui. Pas pour les gens qui écrivent les résumés, donc il manquait pas de prolongation pour eux. On commence alors par un match qui sur le papier nous offrait un beau storytelling. Mais on s'était dit, bon, c'est peut-être pas le match qui va être le plus emballant footballistiquement parlant. Je veux bien sûr parler du Jets-Steelers avec le retour d'Aaron Rodgers au MetLife Stadium. Aussi les retrouvailles entre Justin Fields et les Steelers. On s'est dit, bon, ça devrait être sympathique, mais sans plus. On s'attendait pas forcément, mon Seb, à une véritable avalanche de points. Et c'est le moins que l'on puisse dire, tant les saisons passées, en particulier les Jets, ont pu nous décevoir offensivement. Eh ben non, on a été pas loin du feu d'artifice offensif. Victoire des Steelers 34-32 et peut-être une résurrection du côté de Pittsburgh avec Aaron Rodgers, peut-être une révélation / confirmation du côté des Jets avec Justin Fields. Ça a été bien au-delà de nos espérances. En termes de qualité de jeu, 66 points marqués, c'est déjà pas rien
sur une rencontre, mais on a assisté à du football de très très bonne qualité de part et d'autre, et c'était une vraie surprise. Il y a un journal de New York qui titrait ce lundi décidément Aaron Rodgers fera toujours perdre les Jets. C'est plutôt bien trouvé. Effectivement, Aaron Rodgers pour son premier match, alors je vais donner ses stats, 22 passes complétées sur 30 tentées, 244 yards, 4 touchdowns, aucune interception, un rating à 136.7. Mon cher Vince, on n'avait pas vu Aaron Rodgers à pareille fête depuis un petit moment. Oui, et puis en plus, alors, ce qui est surprenant, c'est qu'en plus de ça, en première mi-temps, et surtout dans le premier quart, il semble, sur le terrain, il semblait un peu emprunté, voire un peu trop sûr de lui. Je sais pas comment dire, il était trop lent. Pas pour son tendon d'Achille sur ce terrain-là. Peut-être qu'il avait peur du cimetière indien, j'en sais rien, mais en tout cas, toujours est-il que le premier quart, il le démarre vraiment tout doucement, et puis il se met tout doucement en jambes. Ça passe aussi par une attaque au sol très bien développée du côté des Steelers. Mais je crois que le premier drive des Steelers est aussi magnifique, puisqu'il amène à un touchdown. Et surtout, même si on a une impression de suffisance d'Aaron Rodgers, il passe avec, je crois qu'il y a 6 passes, 3 courses, mais alors c'est un drive parfaitement mené, d'une limpidité incroyable. Et je sais que d'ailleurs sur le Discord qu'on a en commun tous les trois de The Playoff, on en parle. On dit quel drive des Steelers. Le premier drive était quand même impressionnant. Et c'est vrai que on s'est dit tiens, il va falloir que les Jets sortent un peu la tête de l'eau pour que ça fasse un match. Et le match, on l'a eu. On l'a eu grâce à une très très belle réaction des Jets qui n'ont rien lâché dans une première mi-temps où ça a marqué tout le temps. Sur tous les drives, il n'y a qu'un seul drive qui ne va pas à des points dans la première mi-temps, et c'est un punt des Steelers. Et le dernier drive, forcément, de fin de mi-temps des Jets également. Donc, tout ça pour dire que oui, on a vécu une vraie boulimie de points en cette première mi-temps, de très très belles choses vues des deux côtés. Et très franchement, des Jets hyper surprenants, notamment au niveau d'une ligne offensive retrouvée. Alors moi, il y a quelque chose qui me plaît. Non, vous savez, j'aime bien les stats, je suis comme Seb. C'est pour ça qu'on s'entend bien avec Seb. C'est le total yard. Est-ce que vous avez vu ça, le total yard? J'allais y venir après. C'est tellement Pittsburgh. Ben voilà. 394 yards en 62 jeux pour les Jets, 271 yards en 54 jeux pour les Steelers. Les Steelers qui sont donc outscorés au niveau des yards de 123 yards et qui arrivent à s'imposer. C'est tellement les Steelers. C'est typique. C'était l'année dernière où ils gagnent. Je crois. Ouais, c'était l'année d'avant, c'est ce qui me semblait. Où ils gagnent 8 matchs sur 10, je crois, en étant inférieur au yardage. Et très largement inférieur. Ouais. Et le même nombre de drives, le même nombre de possessions pour les deux clubs, 11 chacun. Donc c'est la preuve que cette attaque, elle arrive à maximiser ses opportunités. Là, je vois pas d'autre façon de le dire. Sur Aaron Rodgers, alors il encaisse une ligne qui marche bien. Il encaisse quand même 4 sacs, mais c'est peut-être plutôt dû à son absence de mobilité. Voilà, parce que il a clairement. Voilà, il a clairement plus les moyens de stretcher, d'étirer le jeu et le terrain. Il a 40 ans, il a un tendon d'Achille dans la boîte à gants. On peut pas trop lui en vouloir. C'est pas vraiment sa ligne qui est en cause là-dessus. Un jeu au sol un petit peu aux abonnés absents aussi du côté de Pittsburgh. 53 yards. Alors qu'il a très bien marché du côté des Jets, par contre. Il a très bien marché du côté des Jets. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une ligne offensive très bonne. C'est que justement, la ligne offensive des Jets a été très surprenante. Et puis, il y a surtout, en fin de match, tu as Jalen Ramsey qui est clutch sur un gros plaquage sur Garrett Wilson qui ne peut pas compléter sa passe. Et là, ça coupe complètement, ça stoppe la dernière chance que pouvaient avoir les Jets qui avaient les moyens de remonter et de marquer une dernière fois. Mais c'est la défense, c'est un défenseur qui a été clutch sur ce match.
Et justement, je voulais en parler parce que il y a cet apport vraiment des recrues de l'intersaison. On sait que à Pittsburgh, il y a eu beaucoup de mouvements pendant cette intersaison 2025. Aaron Rodgers, on en a parlé, mais il y a aussi DK Metcalf, 4 réceptions, 83 yards. Il y a Ben Skowronek, il arrive cette intersaison, hein, si je dis pas de bêtises, lui aussi, qui va marquer son touchdown aussi et qui a un peu plus de 20 yards, une réception, 22 yards. Et il y a en défense Jalen Ramsey qui est arrivé il y a quelques semaines, hein, c'était courant du mois d'août si je dis pas de bêtises, et qui se montre tout de suite lui aussi clutch en fin de match puisque clairement il contribue à tenir cet avantage au score. On a vraiment ici des recrues qui semblent s'être très très bien intégrées. Qui semble s'être très très bien intégré, qui semble former déjà un groupe cohérent, du moins, pardon, sur ce que l'on a vu sur ce premier match. Mike Tomlin, on le sait, c'est un meneur d'hommes. Je pense qu'il se fera pas, comment dire, dominé par Aaron Rodgers comme l'a pu l'être Robert Saleh aux Jets. Puis peut-être qu'effectivement l'environnement aux Jets pour Rodgers n'était pas sain, n'était pas celui qu'il lui fallait, parce que ça a vraiment été le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a pu voir la saison dernière. Au passage, les Steelers qui envoient quand même un message très fort à l'AFC Nord, disant il va falloir compter avec nous. Est-ce que ce sera suffisant quand il faudra affronter la grosse cylindrée Baltimore, dont on va parler en fin d'émission parce qu'ils vont avoir des choses à se faire pardonner? On verra bien, mais en tout cas, ça rebat peut-être dès la première journée un petit peu les cartes dans cette division. J'ai beaucoup aimé aussi juste après je te donne la parole, mon Vince, j'ai beaucoup aimé la phrase d'Aaron Rodgers qui dit j'ai plaisir à battre tout ce qui concerne les Jets. Ça fait toujours un bonheur, c'est ce genre de petites phrases. Mon Vince. Non, juste, je suis assez d'accord avec ce que dit Seb dans le général. Par contre, attention, ce n'est qu'un premier match, ce n'est que contre les Jets qu'on voyait pas non plus exceptionnels quand même en début de saison. Ils encaissent quand même 32 points de cette équipe. Là où on vous disait qu'une des forces des Steelers, c'était justement leur défense. Donc, il va falloir faire attention à ça. Les Steelers... Mais en AFC Nord, on rebat les cartes cette année. Là, les Steelers vont s'appuyer sur une grosse attaque, les Bengals sur une grosse défense. Bref, c'est n'importe quoi. C'est l'année du n'importe quoi. Mais oui, il va falloir faire attention. Moi, les Steelers, ce qui me fait un peu peur, c'est leur ligne défensive qui a été tout en puissance, beaucoup moins en mobilité, un peu comme celle des Jets d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça, je reviens sur Aaron Rodgers. Il s'est fait saquer derrière sa ligne parce qu'en fait, il était justement pas mobile. Et ça va me faire peur quand ils vont rencontrer des lignes défensives qui vont être beaucoup plus en mobilité. On parlait notamment de la FC Nord, les Bengals. Attention, les Bengals, on parle de leur défense qui est un peu moins bonne que pour une équipe de cette cylindrée, mais ils ont une ligne défensive très très mobile. Et cette mobilité face à un QB qui est beaucoup plus statique, ça peut être un avantage. Donc voilà, les Steelers, attention, c'est une victoire convaincante, certes, parce que 34 points marqués, c'est très bien. Pour le début d'un nouveau QB dans une équipe, c'est super. Mais non, attention, ils s'en sont pris 32. Juste un petit mot, mon Seb, vraiment en un mot pour qu'on ait le temps de traiter toutes les affiches. Justin Fields chez les Jets, le premier match, plutôt convaincant. 16 sur 22, 218 yards, un touchdown. Il rajoute 48 yards et 2 touchdowns en 12 courses. Son talent au sol, il était déjà connu. C'est peut-être un des meilleurs QB coureurs de la ligue. Ce qui a été plus surprenant, c'est sa précision, et surtout, il avait une présence rassurante. La passe de 33 yards, par exemple, pour Garrett Wilson sur un touchdown, on sentait qu'il était en confiance, et on l'a rarement vu autant en confiance dans ces situations de jeu. C'est de bon augure s'il peut maintenir cela. Et puis il a une offensive line qui s'est plutôt bien comportée dans l'ensemble. Il faut voir comment ça va se développer. C'est quand même aussi les Jets, leur 6e défaite, alors qu'ils mènent dans le 4e quart-temps. Ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, une très belle connexion pendant tout le match avec Garrett Wilson, qui a presque atteint les 100 yards.
Oui, Dernière petite chose sur le match, deux petits points. Un, déjà, Justin Field qui marque un TD à la Peyton Manning, et ça, merci Justin. Ça, c'était cool. Et autre chose, il faut pas oublier que le match se gagne sur un field goal de 60 yards quand même. Donc Notre les Jets, exposé, tout à fait. les Jets avaient quasiment fait le boulot en défense, si ce n'est qu'ils se sont arrêtés quelques yards trop loin. Trop loin. On passe alors, à ce qui est peut-être le résultat le plus surprenant de cette première semaine de compétition. Non, je ne parle pas d'une victoire des Saints, on en parlera un peu plus tard, mais ils ont perdu comme attendu, c'est pas ça. On parle pas d'une victoire des Giants non plus, puisque ça n'arrive pas non plus, mais d'une victoire des Colts d'Indianapolis. Alors pourquoi surprenant? Déjà par l'ampleur, on va en reparler dans quelques secondes, mais aussi parce que ça faisait depuis 2013 que les Colts n'avaient pas gagné en première semaine de compétition. Ça faisait donc 11 saisons consécutives sans victoire. Et là, c'est un succès 33-8, et encore les 8 points. On va y revenir. Mais c'était dans le garbage time, avec une performance d'Indiana Jones, de notre cher quarterback Daniel Jones. Il y avait eu cette discussion. Est-ce que fallait faire confiance à Anthony Richardson? Est-ce que fallait donner le poste de titulaire à Daniel Jones? Ils ont tranché, ils ont choisi Daniel Jones. Vince forçait de constater que ça a plutôt bien réussi. Ah ben là, qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Une ligne de stats incroyable. 22 sur 29 pour Daniel Jones, 272 yards, 1 TD, 0 interception. Il se fait saquer une fois pour 10 pressions, 10 touchés sur lui. Donc en plus, il se fait quand même assez toucher et il s'en sort, il arrive à sortir. Donc ça veut dire qu'il est assez mobile, qu'il arrive à sortir de cette situation-là. Avec un rating, pour le dire à l'anglaise, de 115,9. Vraiment un très gros match de Daniel Jones qui m'a surpris, et je pense que je ne suis pas le seul à être surpris par cette performance. Je la nuancerai un petit peu plus tard. Pour le moment, je me satisfais pleinement de cette victoire des Colts. Vous le savez, moi, dans les prédictions, je disais que les Colts allaient être surprenants cette saison. Je suis content qu'ils aient répondu présent. Je suis content de voir un Jonathan Taylor à ce point dominant à la course et très surpris par Michael Pittman Jr. qui fait 6 réceptions sur 8 targets avec une moyenne de réception à 13,3 yards et surtout de grosses réceptions et de gros yards après catch, même après être touché, et ça c'est très bien pour cette équipe. Est-ce que finalement, mon cher Seb, Daniel Jones, c'est ce qu'on a souvent dit quand il était chez les Giants, c'est-à-dire que s'il a une ligne plutôt performante, bah c'est pas le perdreau de l'année. On en a eu la preuve hier soir, et puis il faut pas oublier que cette place de titulaire, Jones, il l'a gagnée. On la lui a pas donnée. Il l'a gagnée. Oui, c'est pas sur blessure parce que Roy Richardson n'est pas capable de jouer. Hein, il prend pas la place du starter sur une blessure. On lui a pas donné la place. Non, il l'a gagné au camp d'entraînement. Il faut rajouter également qu'il marque 2 touchdowns au sol, 26 yards. Il est le premier QB de l'histoire des Colts à marquer 2 TD au sol lors du season opener. Donc en plus, il inscrit son nom sur les tablettes historiques du club. Ce que nous avait dit Coach Station à propos de Daniel Jones, qu'il en attendait, c'était de la prise de décision rapide et de ne pas forcer ses lancers. Et ben, mission accomplie, parce que c'est exactement ce que l'on a eu. Un Jones plutôt à l'aise, lui aussi plutôt en confiance, et on n'a pas eu souvent l'occasion de le voir comme ça. Il prend un sac, il prend 10 hits aussi tout de même dans ce match. C'est quand même pas rien. Il va peut-être falloir songer à le protéger un peu mieux que ça, parce que ça pourrait ne pas passer contre d'autres clubs. Tiens, je suis étonné, Vince, que tu n'aies pas souligné la jolie petite performance du tight end rookie, Tyler Warren. 7 réceptions de 76 yards, il s'est bien mis en valeur pour son premier match, et je suis certain que c'est un joueur qui va prendre de l'ampleur dans le dispositif offensif des Colts. Les Colts qui ont marqué sur toute leur possession. Leurs 7 possessions ont amené des points. Malgré, alors on a en effet Jonathan Taylor qui parcourt 71 yards.
Là, le rendement au sol au total, il est que de 156 yards. C'est pas mauvais, c'est juste moyen. Belle performance de la défense d'Indianapolis également. 214 yards encaissés au total seulement. J'ai 211, moi. 211 Ah, j'avais 214. 211. Bon, Mais, enfin, c'est pas... pour oui, 3 voilà. yards, personne nous en voudra. Oui, hein. on va pas. Alors, à noter, l'attaque de Miami n'a atteint les 100 total yards qu'au bout de 39 minutes de jeu et ils étaient déjà menés 23-0. Lou Anarumo, controversé à Cincinnati depuis quelques saisons et donc qui est arrivé à Indianapolis, avait préparé de nombreux blitz, notamment pour les defensive backs. Kenny Moore, un sac, un fumble provoqué. Le safety Nick Cross, un sac également. C'est une belle entrée en matière pour lui et pour son équipe. Alors, je vais refaire une partie des stats générales. Et alors, le plus impressionnant, tu l'as dit, hein, il y avait 7 drives pour les Colts. Il y a le même nombre de drives pour les Colts et pour les Dolphins, 7 chacun. Sauf qu'au final, les Dolphins finissent donc avec 211 yards, les Colts avec 418. Donc, c'est juste impressionnant. Après, on a des stats. Par exemple, les Colts ont été plus pénalisés que les Dolphins. Bref, il y a des choses comme ça où on se dit, bon, tout n'a pas été peut-être encore parfait, mais c'est peut-être ce qui est le plus impressionnant, c'est que même si tout n'a pas été parfait, il y a une victoire 33-8 face aux Dolphins. La question, elle va rester toujours la même. Est-ce que c'est Indianapolis qui est très fort ou est-ce que c'était les Dolphins qui étaient très mauvais? Bah, c'est la week one. C'est difficile de vraiment le dire. Maintenant, quand même, les Dolphins, là, ça fait peur, quoi. Hein, franchement, au niveau du jeu annoncé, c'est pas terrible. Il y a pas, j'ai pas trouvé comment dire, de nouveautés dans ce jeu-là. Et en plus de ça, Seb, tu me contrediras peut-être, mais j'ai pas trouvé ce sentiment de révolte quand on se fait marcher dessus. Ce sentiment de j'en ai marre qu'on me marche dessus, je veux me bouger, alors j'y vais, je me bouge et je mets des Il hits. y a Tyreek Hill qui s'est énervé tout seul sur le banc Voilà, de touche. il s'est énervé tout seul, mais sur le terrain, il n'y en a pas un qui est énervé, pas un qui met un hit à un moment donné pour se dire allez, on va remettre l'équipe dans le bon rail, je mets un hit, je les réveille. Non, ça a été moyennasse et ouais, ça fait peur. Du côté des Colts, attention, c'est pas parce que l'équipe des Dolphins a été mauvaise que il faut ne pas profiter de cette victoire. C'est une très belle victoire, très nette victoire. Je pense qu'ils n'espéraient pas moins pour cette première journée. C'est très très bien pour eux. Je suis super content de voir cette équipe commencer cette saison de cette manière. Et de toute façon, on va être bien vite rodé puisque prochain match, c'est contre les Broncos pour les Colts, donc ça va être un vrai test. On va savoir sans doute un petit peu plus sur le niveau de cette équipe du côté des Dolphins. La prochaine rencontre, ce sera à domicile face aux Patriots qui ont perdu eux aussi dans un duel d'AFC Est. Juste un petit mot quand même sur la performance de Tua Tagovailoa. Tagovailoa 14 sur 23 à la passe, 114 yards, un touchdown, 2 interceptions, 3 sacs concédés. S'il recommence à se faire saquer à longueur de journée, ça va commencer à devenir très compliqué. Au-delà de la performance du quarterback, c'est les receveurs. Il y en a pas un qui dépasse les 40 yards. Tyreek Hill est à 40, je crois, si je dis pas de bêtises, tout pile. Jalen Waddle est à 30. Il y a Devon A-Chain qui fait 55 yards à la course et 20 en réception. Allez, on va lui accorder 75 yards en tout. Mais ça reste quand même extrêmement faible. C'est pour une équipe qui, logiquement, il y a encore 2 ans de ça, on nous présentait ça comme l'une des attaques les plus explosives de la ligue. Bah dis donc, l'attaque explosive, elle est loin. Tyreek Hill... Elle a explosé en vol. Et effectivement, 4 réceptions, 40 yards, dont 21 glanés sur une seule réception. C'est ça aussi qui est très grave. Waddle, c'est la même chose, il y en a 16 sur une seule, donc après c'est 24 sur 3, quoi. C'est très exactement. La connexion entre Tagovailoa et Tyreek Hill, elle a été inexistante. Devon Achane, 55 yards seulement. Ce qu'on peut sauver, c'est qu'il a une très grosse moyenne de yards par portée, 7,9, parce qu'il réussit ses 55 yards en 7 portées. Mais tout ça, c'est parce que ça a été des drives qui ont été très très courts. Hein. Alors, je l'ai plus sous les yeux là, mais le nombre de jeux effectués
par Miami. 46 jeux au total dans le match et 21 minutes 17 de possession. Et pour les Colts, c'est 70 jeux et plus de 38 minutes de possession. Donc, il y a ça aussi, c'est que cette équipe n'est pas parvenue à driver une seule fois. Le jeu au sol, ça a été fail total, 78 yards au total pour les arrières. On a senti, moi j'ai quand même senti l'absence de Jonnu Smith. Ça manquait de Titan quand même cette histoire, Vince, tu seras d'accord avec moi. La sécurité n'était pas là. La soupape de sécurité n'était pas là. Et puis, Vince, tu parlais à l'instant d'absence de révolte, mais ça va relancer les polémiques sur la culture de l'équipe et les habitudes aux entraînements, polémiques qui montaient depuis les camps, où certains journalistes rapportaient que l'ambiance elle était plus proche du Club Med que du training camp d'un club. Tyreek Hill a dit la semaine dernière, cette année c'est notre année. Alors, le problème c'est que c'est moi qui ai fait l'article de cette citation, mais en fait j'avais pas vu que la phrase s'arrêtait là. Ça se trouve le journaliste n'a pas entendu tout. Peut-être qu'il a dit cette année c'est notre année pour le premier choix de draft, tu vois. Peut-être qu'il a coupé, peut-être pas au bon moment, mais en tout cas il disait oui il y a une ambiance formidable, j'ai jamais vu le groupe comme ça. Alors reste à savoir ce que Tyreek Hill juge comme ambiance formidable, parce que connaissant un peu les mœurs du garçon, je suis pas sûr que ce soit une ambiance de travail toujours très appliquée. Mais si on revient un peu plus vraiment sur le match, et moi ce qui me fait bizarre, c'est que quand on regarde les stats, le yard par passe est à 3,9 et ils ont 31 jeux de passe. Le yard par rush est à 6,5 et ils en ont que 12. Pourquoi ils n'insistent pas un peu plus sur la course? Quand on voit ça, normalement, le truc, les coachs, c'est de voir ça. Le truc, c'est qu'ils ont été menés tellement rapidement au score que derrière, t'as une urgence à revenir, tu vois. Ouais, et donc, du coup, ils balancent à la passe, Et puis, quand t'as Tyreek Hill et Jalen Waddell, normalement, t'es censé pouvoir jouer à la passe. Sinon, normalement, mais là, ils n'y arrivent pas. Ils font des manches au 100 mains. Quand tu n'y arrives pas, donc bon, après, je suis très là où il va y avoir une vraie discussion, mais on l'aura pas aujourd'hui, parce que ça va être un peu long pour le débriefing et on est qu'en week 1, c'est que il va commencer, s'il y a 2-3 performances comme ça qui se répètent, avoir une vraie épée de Damoclès au-dessus de notre ami McDaniel, parce que là ça va commencer à chauffer quand même, dès le début, devenir très très hot, dès le début, on le disait, début de la saison, déjà qu'il était sur un siège éjectable. Alors s'il nous en fait 2 ou 3 comme ça, à mon avis, ça va pas tenir longtemps, je vous le dis tout de suite. Il va pas atteindre le mois de janvier. La semaine dernière, moi, j'avais dit Brian Daboll premier viré. Là, moi, je change mon choix parce que, ok, les Giants n'ont pas gagné, mais ça n'a pas été l'ampleur, la pauvreté de ce qu'on a vu du côté de Miami. Oui, alors bien que ça n'ait pas été très, comment dire, très bon. Oui, non, attends, ça me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Mais là, les Dolphins, par rapport à ce que ils sont censés l'adversaire était pas le même non plus. Voilà, par rapport à ce qu'ils sont censés avoir en attaque et ce qu'ils ont produit, mais c'est abyssal. Et McDaniel, plutôt un spécialiste de l'attaque, si ma mémoire est bonne. Donc, il ne faut pas oublier que les 8 points qu'ils mettent, c'est vraiment dans le garbage time. Donc, oui, c'est vraiment... tu sais, quand au bout de 40 minutes, tu n'as toujours pas passé les 100 total yards, tu as un gros problème en attaque. Je ne suis pas très doué en maths, mais... Même Spencer Rattler, il y arrive, c'est dire. Si même lui y arrive. C'est le niveau auquel ils sont tombés. C'est ça. Non, mais là, si c'est ça la lancée de la saison de Miami, fan des Dolphins, je suis désolé pour vous, mais la saison va être longue. Mais force à vous, on pense bien à vous. Oui, on pense à vous. J'anime un groupe de soutien 3 fois par semaine pour les fans des équipes qui seront pourries cette année. N'hésitez pas à venir me rejoindre, ça nous fera toujours plaisir. On passe, alors ça va pas être une équipe pourrie, la NFC Nord avec un choc qui était particulièrement attendu entre les Packers de Green Bay et les Lions de Détroit, un choc qui finalement aura tourné plutôt à sens unique en direction de la franchise du Wisconsin, 27-13 pour les Packers, qui se sont montrés, ma foi, bien en jambes, ces Packers, bien dans leur jeu offensif, très bien dans leur jeu défensif, avec un Micah Parsons qui a déjà été important.
Oui, Micah Parsons, alors qui certes a eu un temps de jeu limité, 29 snaps. 45% des snaps, je crois. Il a fait Voilà, 40. mais qui l'a rentabilisé, trois pressions, dont une qui provoque l'interception par Evan Williams, une autre qui provoque un sac de Lucas Van Ness. Il a été littéralement ovationné lors de son entrée sur le terrain. Les fans des Packers sont très, très, très contents d'avoir de leur côté. Tu m'étonnes. Et quant à Green Bay, on sentait depuis 1 an et demi qu'il se passait des choses, que ça montait en puissance. Là, ils viennent quand même de décaniller les Rois du Nord, et pas qu'un peu, 27-13. Ça n'a pas fait un pli, cette affaire. Alors là aussi, est-ce qu'au Nord, mais cette fois en NFC, on va voir une hiérarchie renversée dès la première journée? C'est définitivement une division qui va être à suivre. Et cette nuit, avec le match entre Minnesota et Chicago, ça va être épicé, tout ça, les enfants. Match dont nous ne connaissons pas le résultat, nous le rappelons au moment où Voilà. nous enregistrons, donc nous sommes dans le flou et nous n'allons pas nous lancer dans les pronostics hasardeux puisque vous avez déjà eu un live prédiction qui a duré à peu près 18h30 et donc voilà, faudrait pas non plus trop embêter les gens. D'ailleurs, j'en profite pour remercier encore une nouvelle fois Yaya qui avait animé ce live là, mais aussi Nathieu et Wake qui étaient présents pour le live prédiction qui a très bien marché. Vous tous qui avez regardé ce live et qui avez ensuite écouté le podcast, voilà, on a des très très bons chiffres sur ce pod et ça nous fait très plaisir. Donc merci aux copains qui sont venus et à vous qui nous êtes toujours aussi fidèles. Mon cher Vince, sur ce Packers Lions, est-ce qu'il faut commencer déjà à tirer la sonnette d'alarme? Jared Goff disait tout à l'heure que les performances offensives commencent à être inquiétantes. C'est un refrain qui court depuis le début de la pré-saison, depuis le départ de Ben Johnson pour les Bears. Il y a toujours ce petit refrain, cette petite musique de Dan Campbell qui disait offensivement, ça clique pas comme on voudrait, offensivement, ça va pas comme on voudrait, on va attendre le début de la saison. Nous y sommes au début de la saison, et la vérité, c'est que en rushing yard, le meilleur coureur, c'est David Montgomery avec 25 yards, en 11 portées, ce qui fait une moyenne famélique de 2,3 yards par portée. Et si t'enlèves Sam Laporta en réception, Amon-Ra St. Brown, c'est 45 yards, Jamie Gibbs, c'est 31, de Jameson Williams, c'est 23 yards. C'est pas les standards des Lions habituels. Non, c'est clair, tu as tout très bien résumé. Tu m'as coupé l'herbe sur le pied en donnant toutes les stats, mais je vais essayer de m'en sortir quand même. Mais mais plus sérieusement, c'est pas un peu ce qu'on se disait en preview quand on disait attention, ok, le coach reste le même, mais les deux les deux coordinateurs principaux, offensifs et défensifs, sont partis. Voilà, on peut arriver à ce genre de choses. Ne tirons pas la sonnette d'alarme tout de suite. Laissons le temps un peu aussi aux Lions de digérer ce match. Il ne faut pas oublier que c'est un duel de division. Chez les Packers, qui sont une très grosse équipe, qui ont fait une très très belle intersaison, et qui en plus de ça, qui en plus de ça, franchement, ont vraiment maîtrisé ce match de bout en bout. Pour revenir sur Jared Goff, il ne faut quand même pas non plus tirer sur l'ambulance. 31 sur 39 à la passe, 225 yards, c'est vraiment, vraiment bon. Il se fait saquer 4 fois, par contre. 25 fois, il se fait toucher. 25 fois. Voilà la stat qui dérange. La stat, le problème, il est là. On met le point là-dessus. On met le doigt là-dessus. Cette ligne offensive, actuellement, n'est pas capable de protéger Jared Goff. 39 lancés, 25 fois il se fait toucher. Plus d'un lancé sur 2, il se fait impacter, toucher. C'est tout simplement monstrueux. Beaucoup trop pour le mettre en confiance et pour pouvoir lancer. Derrière, pourquoi, dans ce cas-là, le meilleur receveur, c'est Sam Laporta ? La fameuse soupape de sécurité, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la meilleure chose à faire.
Quand on se fait impacter, on vise quoi? On vise le tie-in du côté de d'où vient la pression. Pourquoi? Parce que c'est ouvert, on arrive plus facilement à l'ouvrir, et donc forcément, il devrait être démarqué au moins pour gagner 4-5 yards. C'est ce qui se passe, et c'est ce qui a marché. Par contre, ce jeu hyper stéréotypé ne pourra pas marcher constamment. D'une, ça va user Jared Goff, et aussi Sam Laporta. Et de deux, forcément, c'est un jeu à risque, avec beaucoup de risques d'interception, parce qu'en fait, au final, on va finir par lire ce jeu-là, et on va toujours placer un outside linebacker là-dessus. Un petit mot quand même aussi sur le magnifique touchdown d'Isaac Tesla. Alors c'est vraiment toute fin de match, hein. C'est même dans le garbage time quasiment que Tesla réussit cette réception acrobatique en bord de end zone. Bref, vraiment un petit jeune qu'il va falloir aussi suivre avec attention du côté des Lions. Il a fait déjà une excellente pré-saison, et là il confirme que ça pourrait être aussi un élément important, parce que c'est un joueur que les défenses ne connaissent pas. Amon-Ra St. Brown, il est très difficile à gérer, mais les défenses le connaissent. Là, c'est un petit rookie, donc forcément, c'est un peu comme on avait connu avec Puka Nacua, avec d'autres, avec Malik Nabers l'an dernier. Il faut un temps d'adaptation pour les défenses aussi, pour pouvoir se coordonner sur ce genre de joueur. Et voilà, un petit mot pour Tesla, qui a marqué son premier touchdown en NFL, et de fort belle manière. Une vraie pile électrique. Voilà. Tu vas couper l'arbre sous le Comme pied. ça, elle est faite. On ne revient pas dessus. Non, mais en fait, si Yaya avait été là, il t'aurait coupé la parole depuis longtemps pour la faire. Donc, oui, mais c'est peut-être que si Yaya n'est pas là, c'est peut-être une mauvaise chose, tu vois. Ah oui, pas la peine de le remplacer. C'est vraiment utile de le remplacer au poste par poste. C'est pas obligé de faire un man-to-man, tu vois. Voilà. Bon, les amis, je crois qu'il est l'heure d'ouvrir le match, d'ouvrir the match, d'ouvrir, que dis-je, peut-être le match de la saison, un match d'anthologie, un de plus, entre les Bills de Buffalo et les Ravens de Baltimore. C'était un match qui déjà promettait beaucoup. Duel des deux derniers MVP 2023 et 2024, Lamar Jackson face à Josh Allen. Un match qui est parti sur les chapeaux de roue, un match qui tenait toutes ses promesses, mais un match où on s'est dit, dans le 4e quart-temps, ça va peut-être manquer un peu de suspense, puisque les Ravens avaient pris une avance somme toute confortable à 10 minutes de la fin, avec 15 points d'avance. Oui, mais voilà, ne voilà-t-il pas que la NFL et son scénario de dingue est revenu sur le devant de la scène. Les Bills de Buffalo ont fait petit à petit leur retard, alors on va y revenir dans le détail, et on finit par s'imposer sur un coup de pied d'un joueur qui est arrivé il y a 3 jours de cela pour remplacer Tyler Bass blessé, Prater, qui va donc donner la victoire aux Bills 41-40 dans un match, Seb, absolument exceptionnel. C'était complètement fou. Une performance de mammouth de Josh Allen. Donner le MVP à cet homme. Ah mais non, c'est déjà fait. Excusez-moi. Inutile, puisqu'il est le MVP en titre et qu'il l'a prouvé. 33 sur 46, 394 yards, 2 touchdowns, et il ajoute 30 yards et 2 touchdowns à la course. C'était absolument fou. Il fait remonter les Bills à lui tout seul, parce qu'ils ont été menés de 15 points, hein, je crois, si ma mémoire est bonne. Baltimore menait 40-25, je crois. Voilà. Et puis, il y a quand même le tournant du match. Ça a été ce fumble de Derrick Henry, hein, qui a été pourtant impeccable tout le reste du match, 169 yards au sol et 2 touchdowns. Et c'est ce fumble provoqué par Ed Oliver et recouvert par Terrell Bernard, qui entraîne derrière un premier touchdown d'1 yard par Allen, et puis ensuite c'est la remontada. Il est vraiment allé le chercher très très loin. Il a prouvé, je me répète, mais qu'il n'avait pas été élu MVP pour rien. Les matchs entre les Ravens et les Bills, ils déçoivent rarement. A été... Ah oui, put it in the Louvre, hein, comme dirait l'autre. Faut l'encadrer, l'accrocher au Louvre. Il a été bien au-dessus de nos espérances. C'est vraiment la première, et puis c'est vraiment la première grosse catastrophe sous l'ère Lamar Jackson. Par grosse catastrophe, j'entends. C'est déjà arrivé, hein, que les Ravens. C'est même plutôt des spécialistes. Ça arrive.
Voilà, ça arrive à tous les cas. Mais sur un match d'une telle importance, sur des rivaux, c'est même pas des rivaux de division, c'est des rivaux de conférence là, Buffalo. Il y a un on monde sait dans qu'il y a lequel, très il y a un fortes monde chances. dans lequel, à la fin de la saison, cette victoire va être celle qui va déterminer un site de play-off. Hein, c'est pas impossible. Voir l'avantage du terrain en finale de Exactement. conférence. Voir l'avantage du terrain, c'est un peu. Et exactement. Et il y a même, soyons réalistes, il y a de très fortes chances pour que la finale de conférence, ce soit Ouais. cette affiche. Hein. C'est quand même une très très forte probabilité. Et là, la grosse catastrophe, c'est que c'est non seulement dans un match de cette amplitude contre un adversaire d'une telle valeur, et surtout c'est une attaque qui reste muette après 3 quarts temps où pourtant elle a été formidable. Et ce qui se profile pour Baltimore, c'est qu'il y a Cleveland la semaine prochaine, il y a Détroit celle d'après, et ensuite il va falloir aller à Kansas City. Là, ils n'ont pas l'enchaînement le plus facile sur les 4 premières journées. Je suis très curieux de savoir comment ils vont encaisser, digérer et processer cette Surtout que tu défaite. prends quand même un coup sur la carafe hein, au niveau du moral quand tu mènes de 15 points contre un rival et que tu perds, faut derrière être solide pour se relancer, surtout comme tu le disais après c'est Cleveland. Alors sur le papier, Cleveland-Buffalo, il y a 8 mondes d'écart, mais il en reste pas moins que ça reste un adversaire de division difficile à manœuvrer défensivement. On sait que l'an dernier, ils avaient perdu en deuxième journée contre les Raiders dans un match que personne s'attendait les voir perdre. Donc voilà, toujours un peu de méfiance. Juste avant que Vince tu réagisses parce que je crois que tu as pas mal de choses à dire sur ce match. Un total de yards offensifs à 929 yards offensifs cumulés. Hein. 497 pour les Bills, 432 pour les Ravens, 929 yards offensifs au total. C'est absolument dingue. S'il y avait une prolongation, tu pouvais passer la barre des milliards offensifs. C'est quelque chose. 78 downs joués par les Bills, 78 jeux, c'est de la folie. Sinon, prenez-moi toutes les stats aussi, j'ai plus rien à dire. Benjamin Bernard, parce que ça tu l'as pas entendu parce que toi tu regardais pas en direct et je salue Benjamin au passage. Benjamin Bernard disait si vous êtes resté réveillé cette nuit, bah vous avez bien fait. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur résumé pour cette rencontre. Effectivement, il fallait rester réveillé parce que c'est un match qui valait le coup, mon Vince. Non, mais vous avez tout dit. C'était une promotion du football américain et de la NFL comme il y en a rarement eu en week 1. C'était tout simplement monstrueux. Des défenses, des attaques qui se rendent coup pour coup. Certes, on a l'impression que c'est un score ultra offensif, mais il y a eu beaucoup de jeux défensifs aussi. Le score cache un peu ça parce qu'il y a eu beaucoup de grands jeux, de gros jeux, notamment Derrick Henry qui a fait quelques très très grandes courses, très longues courses. C'était vraiment un superbe match. En plus de ça, il y a eu des highlights de dingue, mais vraiment de dingue. Je vous invite à regarder le match dans sa globalité. Si vous ne pouvez pas, vous allez trouver des petits résumés. Alors, résumer ce match-là en 10 minutes, c'est compliqué, mais en 20 minutes, vous allez trouver ça. Et regardez particulièrement le premier TD des Ravens. C'est un bijou de bloc du fullback. C'est tout simplement superbe. C'est vraiment magnifiquement designé. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que profiter, regarder ce match. Vraiment, regarder ce match. C'est encore plus beau quand t'es pas supporter d'une des deux équipes. Ah ouais, mais oui, mais clairement, en fait, c'est là où tu te dis quand tu es juste fan de football, que tu veux profiter, que tu veux regarder un match, mais quand t'es pas supporter, t'es pas parti pris, mais profiter, c'est waouh. Si vous avez des amis que vous voulez mettre à la NFL en tout début de saison, profitez-en, montrez-leur ce match-là. Normalement, ça devrait les convaincre. Ouais. Évitez peut-être le Saints Cardinals ou le Giants Commanders et dirigez-vous plutôt vers le Bills Ravens. Ça y aura plus de chances que vos amis vous suivent là-dessus. Je sais que c'est une question. Oui, vas-y mon Après, juste pour revenir sur les particularités un peu de ce que j'ai vu moi, au niveau stats et au niveau jeu, les Ravens ont beaucoup couru, 238 yards à la course. Voilà, c'est vraiment pas une surprise, avec Derrick Henry et Lamar Jackson qui sont à 169 yards et 70 yards, donc c'est tout simplement monstrueux.
Par contre, ils ont très très peu usé de leur tie-end. Mark Andrews était très attendu puisqu'il il avait été décrié puis suite à son non-catch lors de la conversion à 2 points l'année dernière. Il n'a été visé qu'une seule fois pour 5 petits yards. Sinon, ça s'est beaucoup joué autour des receveurs. Zay Flowers avec 143 yards et DeAndre Hopkins avec 35 yards. DeAndre Hopkins d'ailleurs qui fait un catch de malade sur le 3e TD des Ravens. C'est tout simplement un superbe catch. Vraiment, allez voir ça aussi. Du côté de Buffalo, on est quand même à, si je ne me trompe pas, 10 joueurs qui captent une passe dans le match. Vous vous rendez compte de la profondeur du banc de cette équipe? 10 joueurs qui captent une balle dans un match. C'est tout simplement monstrueux. On n'est pas dans le garbage time où on fait rentrer les remplaçants de la 2e ou de la 3e unité. Non, c'est bien le match à gagner. Ils se sont battus pour ça. Ils ont eu une différence En fait, c'est ça aussi. La défense, il faut choisir son poison. Et là, à un moment donné, tu vises Coleman en défense. C'est pas grave, on va chercher un gars qui est inconnu et qui va arriver à nous faire un catch. Tout simplement fabuleux. La gestion de l'effectif est monstrueuse. Et derrière, par contre, juste le jeu à la course qui était un petit peu plus défaillant. À voir ce qu'il va en donner. Et enfin, pour finir, à noter quand même que Lamar Jackson se fait impacter 15 fois derrière sa ligne de scrimmage quand il tente une passe. Il se fait toucher 15 fois pour 2 sacs. C'est un peu beaucoup. Quand là, Josh Allen, au contraire. Alors ça, cette stat, elle m'a bluffé. 46 tentatives de passe, il se fait toucher seulement 5 fois. La ligne offensive a été monstrueuse. Et tu peux pas mettre ça uniquement sur, cette différence uniquement sur une différence de mobilité des QB, parce que oui, Allen il bouge, mais Lamar Jackson, il a pas les pieds dans le ciment non plus. Hein. Donc c'est aussi signe de grosse pression de la ligne défensive de Buffalo, hein, ça. Enfin, ou sinon c'est du ciment qui est très meuble. Hein. Oui, il est pas sec. Non, c'est du ciment qui a pas pris. Hein. Voilà, c'est pas genre. Juste, effectivement, tu le soulignais, Vince, et je vais remettre un petit coup de stats là-dessus. Les très bonnes performances de Zay Flowers et Keon Coleman. Zay Flowers, 7 réceptions, 143 yards, 1 touchdown. Keon Coleman, 8 réceptions, 112 yards, 1 touchdown aussi. Bref, ça reste des très bonnes stats. Alors, tu parlais de l'absence d'utilisation des tight ends du côté des Ravens. Il faut rappeler qu'Isaiah Likely n'était pas là pour ce match-là, ce qui a peut-être aussi contrarié un petit peu les plans de jeu parce qu'il avait il a déclaré forfait fin de la semaine, donc c'était mais Andrews, c'est pas le dernier des Panthers. Non, bien évidemment, mais peut-être qu'il y avait des jeux aussi designés avec Likely qui n'ont pas pu être utilisés en tout cas. Et juste pour finir, Lamar Jackson, QB rating de 144,4, c'est un très bon QB rating. Il ne faut pas oublier, le maximum c'est 152.3, non, c'est pas ça 152, 154.3, je sais plus. Enfin bon, 157, bref, c'est un peu plus de 150. On n'en est pas loin. 209 yards, 2 TD, 0 interception. Aucune interception d'un côté ni de l'autre, alors qu'il y a quand même 19 jeux de passes lancées d'un côté et 46 de l'autre. C'est parfait, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Je crois que c'est 158.3 le QB rating maximum. C'est à peu près ça. C'est parfait. Alors, je sais que ma question va pas te plaire, Seb, mais je vais la poser quand même et tu m'excuseras. Je sais que t'aimes pas quand on vise un responsable. Mais si tu me devais me dire pourquoi Baltimore n'a pas gagné, est-ce que Derrick Henry a répondu à la question, il a dit c'est ma faute, j'aurais dû protéger le ballon, la défaite est pour moi. Est-ce qu'il se flagelle trop, notre bon Derrick? Il n'a pas entièrement tort, sans doute, parce qu'effectivement, le tournant du match, oui, en plus, c'est pas vraiment un spécialiste du fumble. Le tournant du match, c'est ce fumble-là, et puis en plus, fumble qui est fait près de l'embut. Hein, c'est vrai, il retire la possession à même pas 20 yards, une vingtaine de yards. Donc, c'était le mauvais moment pour la perdre. Bon, il se désigne comme seul responsable, pardon. Non, il n'est pas seul responsable. Et si, alors, moi, je vais plutôt prendre ta question dans l'autre sens. Et si, tout simplement, ce soir-là, c'était juste Buffalo qui a été plus fort et qu'il ne faut pas chercher
d'autre explication que ça. Il fallait forcément qu'il y ait un vainqueur. Ce soir-là, c'était Buffalo. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a ce fait de jeu, parce qu'il y a Josh Allen, on le sait, qui a sorti sa panoplie de Superman et puis qui a toujours ce côté Captain Courage qui lance sa remontada. Est-ce que c'était juste ça? Peut-être aussi qu'il y a un autre mal un peu... Alors, plus profond, mais pas pour autant affolant pour Baltimore, parce que cette attaque qui vraiment cale littéralement après le troisième quart-temps, est-ce qu'il y a eu un petit peu de suffisance en raison de l'écart du score? Est-ce qu'il y a eu de la légèreté? Pour avoir vu le match en direct, je serais tenté de te dire que j'avais l'impression parfois que, je sais pas si c'est de la suffisance, je pense pas, mais du conservatisme, je dirais. C'est-à-dire qu'on a tout de suite, alors qu'il restait 10 minutes à jouer, voulu jouer à la course pour égrener le temps, c'est logique. Mais tu vois, peut-être que avec ce temps-là et le momentum qui est pour toi, bon bah tu pouvais essayer de gagner une première tentative avec une passe, même des gains courts, hein, des passes de 4-5 yards pour gagner pour égrener un peu de temps. Bon. Ils ont essayé d'être conservateurs, ils se sont appuyés sur un jeu de course qui était dominant, donc il n'y a pas de scandale là-dessus dans l'appel de jeu. Voilà, bon, Derrick Henry relâche un ballon, c'est très très rare que ça lui arrive, c'est tombé là. Bon, c'est tout. Après, on peut penser aussi à Tyler Loop, hein, qui rate un extra point, et au final, il manque un point. Hein. Il manque un point. Donc oui, bon, tu vois, quand Derrick Henry dit je suis le seul responsable de la défaite, alors c'est un leader, c'est devenu un leader charismatique aussi chez les Ravens. Donc je pense qu'il endosse la responsabilité parce que c'est plus facile pour lui de l'endosser que de la mettre sur le dos du kicker ou sur le dos d'un O-line ou sur le dos de qui tu veux, tu vois. Bon, il y a ce côté un peu leader d'équipe où je dis bon bah voilà, c'est pour moi et puis on passe à autre chose et terminé quoi. Y a pas de... Mais tu viens de répondre à la question. En fait, il est oui, je suis comme ça. Équipe. Je fais les questions et les réponses moi. Il est le leader de cette équipe aussi et clairement là il dit aux autres j'assume ma responsabilité. Les gars, vous tracassez pas. On gagnera le prochain parce que je serai meilleur. Voilà. Et il a raison. En fait, il décharge la responsabilité aussi des autres, et notamment de Tyler Loop, comme tu l'as dit. Et en plus de ça, il apprend sur lui. Et lui, il sait de quoi il est capable et il sait que il pourra y arriver, il pourra rebondir. Il vaut mieux que lui prenne la responsabilité et que son équipe vive bien, plutôt qu'il y en ait plusieurs qui s'enterrent un peu, qui se sentent pas bien par cette défaite et qui se sentent gênés et qui perdent un peu leurs moyens lors du prochain match. Donc non, c'est typiquement l'attitude d'un leader, l'attitude qu'on demande de lui, et j'ai trouvé ça très très malin de sa part. Bon, les amis, on récapitule tous les scores de cette première semaine et puis si vous avez des petites choses à dire sur les matchs que je vais énoncer, n'hésitez pas. Allez dire. Il nous reste une petite dizaine de minutes d'émission, donc on a le temps d'en parler quelques secondes. Les Eagles, c'était le match de jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Les Eagles qui ont battu les Cowboys 24-20 dans un match où il y a eu à peu près tout, des crachats, de l'orage, des attaques qui performent, puis des attaques qui performent plus du tout. Bref, on a eu un petit peu de tout. Un A.J. Brown un peu bizarre qui a été utilisé en toute fin de match, et un CeeDee Lamb avec des mains en béton. Oui, c'est Lamar Jackson, il n'y a pas les pieds dans le ciment. Des quoi? Des mains? Oui, c'est peut-être. Je sais pas s'il connaît ça. C'est peut-être beaucoup dire. Le pauvre CeeDee Lamb qui lui aussi a dit j'assume la responsabilité de la défaite. Là. Et Jalen Carter qui va sans doute se faire suspendre sans avoir joué un seul down de la saison. Alors là, moi j'ai envie de dire le fameux débat de faut-il suspendre Jalen Carter ou pas pour un crachat. Alors historiquement, c'est jamais arrivé en NFL pour l'instant. Il n'y a jamais eu de suspension. Il y a eu des amendes, mais il n'y a jamais eu de suspension. Et puis faut-il suspendre aussi Dak Prescott qui avait craché dans la direction de Jalen Carter avant, mais sur le sol. Oui, donc voilà, ça va être tout un débat qui va s'animer. Les Chargers qui ont battu, c'était à Sao Paulo, les Chiefs de Kansas City 27-21, avec notamment la blessure de Xavier Worthy. On a d'ailleurs appris ce lundi que Xavier Worthy ne sera pas là la semaine prochaine pour le match, le choc face aux Eagles de Philadelphie. Donc ça risque d'être aussi très très handicapant pour les Chiefs. On parlera des Chargers et des Chiefs jeudi dans le deuxième podcast NFL de la semaine, puisqu'on fera les overréactions de la Week 1 et on se demandera notamment si les Chargers sont partis pour être champions de division AFC West. Oui, nous, quand on fait de l'overréaction, on n'y va pas
avec pas la pire. de la cuillère. Et croyez bien que ce n'est pas le pire, mais on vous retrouvera jeudi. En plus, j'ai la confirmation que j'aurai non seulement Seb avec moi, mais j'aurai aussi Waik et j'aurai aussi Steph. Donc là, c'est bon, je serai pas là. Vous allez avoir des overréactions fantastiques. Juste sur les Chiefs, avec le match contre les Eagles qui s'avère vraiment pas évident à maîtriser, à aborder, ils pourraient débuter la saison à 0-2. Ça leur a pas arrivé depuis combien de temps? En week 4, il y a Baltimore qui arrive aussi. Ouais, non, mais ça va être chaud. Les Chiefs, attention. Pareil, là, ils ont 3 semaines. C'est pas piqué des hannetons. Les Cardinals de l'Arizona ont battu les Saints 20-13 dans un match qui restera sans doute pas dans les annales. Il y a eu quelques phases intéressantes, notamment dans le deuxième quart-temps, où les attaques se sont un petit peu réveillées avec Alvin Kamara côté Saints, avec Marvin Harrison Jr. et Trey McBride. Toujours pareil, Trey McBride, il est parti comme l'an dernier, lui. Il fait avancer l'équipe, mais il conclut pas. C'est Jean-Claude Duss, en fait, Trey McBride. C'est peut-être qu'un jour, sur un malentendu, ça va marcher, mais pour l'instant, ça marche pas. Mais il fait avancer. Il avance. En tout cas, les Cardinals qui ont assuré l'essentiel, mais rien de plus, hein. C'était vraiment pas, ils sont passés tout près de se faire reprendre à 5 secondes de la fin. Voilà. C'est sans doute pas le succès le plus rassurant, pour Arizona. Les Colts qui battent les Dolphins 33-8, on en a largement parlé. Les Raiders. Et ça, c'est une petite surprise quand même. Les Raiders qui vont gagner, chez les Patriots 20-10, première réussie donc pour Pete Carroll, un peu moins réussie pour Mike Vrabel. C'est vrai, c'est un résultat un peu surprenant quand même, non? Brock Bowers, monstrueux, tout simplement monstrueux. J'ai appris, pour avoir décortiqué un peu le match après, qu'il y a beaucoup d'insiders américains qui voient les Raiders dans la lutte, dans la AFC West. Donc, quand on voit le niveau de cette division avec les Broncos, les Chargers et les Chiefs, ça peut donner une division sympathique. Hein, j'ai envie de dire, il va falloir sortir de ce guêpier. Ça va être sympa. D'ailleurs, je sais pas si en semaine 3, c'est pas Raiders Chiefs, non? C'est pas là? Je une bêtise. J'aurais dit Broncos, non? Peut-être. Bref, enfin, c'est pas très grave si on l'a pas sous les yeux. Mais il me semblait qu'il y avait une histoire parce qu'on en avait parlé. Non, c'est plus tard, le Raiders Chiefs. C'est en semaine 6 ou 7. Ce sera contre les Commanders, leur 3e semaine. Et la semaine prochaine. Chiefs? Ou Chiefs? Non, aux Raiders. Et la semaine prochaine, les Raiders qui vont recevoir les Chargers, et ça va être particulièrement intéressant. Le Raiders Chargers de la semaine prochaine. Pour les Chiefs, c'est donc Eagles. Ensuite, ils reçoivent les Giants, et ensuite ils vont ils reçoivent Baltimore. Pardon. Et en week 3, donc on a un Broncos à Chargers. Donc les Chargers auront joué leurs 3 matchs de division sur les 3 premiers matchs. Voilà. Les Steelers qui battent les Jets 34-32, ça aussi nous en avons largement parlé. Les Commanders qui s'imposent face aux Giants 21-6. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Jaden Daniel, très bon match pour lui sur son premier match de 2e saison. Attention. Moi, je sais pas. Les Commanders, ils m'ont pas non plus. Mais le match était dans la suffisance. Était sur un espèce de faux rythme. Voilà, ils ont fait l'essentiel. Ils ont assuré ce qu'il fallait assurer. Oui. Bon, on salue Bertrand et les 7 victoires des Giants. Pour l'instant, le compte est à 0, mais les 7 victoires sont toujours possibles, bien évidemment. Deebo Samuel qui s'est très vite accommodé, par contre. Cette réception, 77 yards. Blague mise à part, on avait dit chez les Giants, regardez, le problème c'est Daniel Jones, regardez, le problème c'est machin. Plus probablement, le problème c'est la O-line. Hein. Donc, c'est beaucoup. Ça fait longtemps qu'on le dit chez TPO. Oui, ça fait 2 ans à peu près, même 3 peut-être. Et plus pour la O-line des Giants, Andrew Thomas encore absent sur ce match et ça s'est vu. Très bien. Les Jaguars de Jacksonville qui s'imposent sans trop trembler 26-10 face aux Panthers. On a retrouvé les Panthers un peu de début de saison 2024 là plutôt que la fin de saison. Un match qui a été interrompu pendant 1h16 à cause d'un orage à Jacksonville, ce qui fera bien évidemment plaisir à Yaya et la météo en Floride. Les Bengals qui s'imposent 17-16 face aux Browns. Un match extrêmement serré. Ils s'en sortent très bien, les Bengals, puisque le kicker des Browns va rater des coups de pied qui normalement à cette distance en NFL ne doivent pas être manqués, et les Bengals qui arrivent donc à s'en tirer assez miraculeusement.
Forcément, mon Seb, les Bengals ont-ils lancé leur saison? Je pense qu'avec cette victoire, on va pouvoir éviter, ça va m'éviter d'entendre cette question pendant les 13 semaines qui viennent, vois-tu. Donc, on va dire que oui, ils ont lancé leur saison. Voilà, ne me le demandez plus, c'est pas la peine, c'est fait. Dès la week 1, on n'avait plus l'habitude. Ouf. Les Buccaneers qui s'imposent 23-20 contre les Falcons avec un dernier coup de pied raté par Yongoku, lui aussi. Voilà, forcément, les Falcons qui nous ont fait du Falcons, hein, c'était pas loin de gagner, mais c'est perdu. Et les Buccaneers... C'est du Falcon dans le texte, effectivement. Et les Buccaneers qui nous ont fait du Buccaneers, on n'est pas brillant, mais on gagne et on sera encore champion de division. Voilà. Bon, c'est de la NFC Sud, hein, les gars. C'est rien de... Ah bon, ils ont quand même bien senti passer le vent du boulet. Ah oui, là, c'est normal pour des boucaniers. C'est donc Ici, attention à ce qui va se passer. Mike Evans qui fait ses 51 premiers yards lors de donc on sait très bien ce qu'il va viser cette saison, lui personnellement aussi. Donc il 51 yards au bout d'un. Il est en retard. Il est un peu en retard. Il est en retard, mais il est esselé là. Mike Evans. Il y a Ibuka, le petit rookie. Oui, Ibuka fait un très bon match, mais je doute pas qu'il ait des matchs où il fera beaucoup plus que ça. Ibuka qui fait 67 yards et 2 touchdowns. Ouais, et 7 réceptions, je crois, surtout. Oui, quelque chose. 4. Il y en a vu 7. Rien à voir. Il en a inventé des fois. Bon, c'était pas Ibuka, mais ce sera lui quand même. Les Seahawks face aux 49ers, victoire 17-13 des 49ers. En un mot, mon Seb, merci la défense. Pas merci Jack Moody, déjà, mais merci la défense. Voilà, pas merci Jack Moody, mais on le sait, et je sais pas comment il a encore sauvé son job. Lui il a des dossiers. Lui c'est. Ah ouais, non, lui, il a des. Je serais au RH des Niners, lui, il est passé à la compta depuis un bout de temps. Petite blessure pour Kittle, petite blessure sur la ligne offensive également. Ça devient inquiétant. Petite sortie de CMC, 69 yards. Ouais, mais il a pas mal de quelques gros jeux. Hein. Ouais, il a des réceptions. Oui. Attends. Mais 69 yards à la course et 73 en réception. Ouais. Donc il fait quand même. 73 en réception, voilà. On va dire que l'essentiel est assuré sur ce match. C'est une victoire en division. On va prendre et on verra. Alors, ça fait un jeu clutch à un moment donné. Hein. Le retour du prophète en tant que défensif coordinateur fait quand même du bien à cette franchise de San Francisco qui s'est renforcée au niveau des receveurs pour ce lundi avec l'arrivée de Kendrick Bourne, un ancien de la maison de San Francisco qui revient après un passage chez les Patriots ces dernières saisons. Les Broncos de Denver qui s'imposent 20-12 contre les Titans avec que des points marqués au pied par Joey Sly pour les Titans, les Broncos qui ont fait parler leur défense et qui s'imposent dans un style somme toute Broncos avec une performance de Bonix, Vince, assez moyenne, somme toute moyenne. Mi-figue, pour tout dire. Non, ça a été moyen. C'était moyen. Moi, je retiendrai surtout, j'en ai beaucoup parlé, je vous l'ai dit, mais la passe qu'il lance pour interception, en fait, il lance dans un endroit où le défenseur ne bouge pas, il lance sur le défenseur. Je comprends pas ce lancer, il est même pas sous pression, c'est très particulier. On l'a vu énervé, Bonix, à un moment donné, donc j'attends de voir. En tout cas, la défense est en place, certes 12 points encaissés, mais tous en field goal, donc plutôt un bon match défensif. Offensif, il va falloir se bouger un peu là, parce que c'est pas beau. Mais bon, c'est un match de reprise. On verra contre Daniel Jones et les Colts la semaine prochaine. Il vaut mieux le prendre, c'est tout ce qu'il faut dire. Tout à fait. Les Packers qui s'imposent 27-13, on en a parlé. Les Rams qui gagnent 14-9 dans un match qui a été loin d'être le plus enthousiasmant. Mais là aussi, une belle performance défensive. On a eu très peur pour Puka Nacua pendant un moment sur un gros choc pour les Rams, mais une victoire quand même de Los Angeles. Bon, voilà, on sait qu'ils avaient eu un peu de mal ces derniers temps à lancer eux aussi leur saison. Là, ils gagnent ce match pour les Texans, et notamment pour l'attaque qui avait déjà été critiquée la saison passée. Ça reste encore une nouvelle fois assez, comment dirons-nous, poussif. Et encore 3 sacs concédés par notre ami CJ Stroud.
Les, Ça va être problématique. et les Bills qui s'imposent 41-40 face aux Ravens. Ça aussi, nous en avons largement parlé. Le dernier match à suivre sur beIN Sport cette nuit entre les Bears de Chicago et les Vikings du Minnesota. Alors quand je dis cette nuit, c'est pour nous, puisque vous, quand vous écouterez le podcast, il sera déjà joué ce match. Et vous aurez bien évidemment le résumé sur The Playoff. Avant de vous quitter, juste vous rappeler le prochain rendez-vous. Alors il y aura la NCAA qui va paraître mercredi matin. Et jeudi matin, vous aurez le podcast débat de TPO, débat NFL, avec là, donc pour cette semaine, les overréactions de la Week 1. Et autant vous dire que non seulement les personnes qui vont m'accompagner, c'est pépites, mais les overréactions qu'on a choisies, il y en a certaines, ça va faire parler. Je vous le dis tout de suite. Alors non, nous ne sommes pas devenus fous, nous ne sommes pas tombés sur la tête, nous ne dormons probablement pas assez, mais ça c'est un autre problème. Mais nous étions totalement sains d'esprit au moment où nous avons choisi ces overréactions. On vous en dit pas plus, vous découvrirez ça jeudi. Merci beaucoup mon Seb, merci Vince d'avoir été avec moi. On se dit aussi rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain pour le débriefing de la Week 2, mais avant ça, jeudi pour les overréactions de la semaine 1. Bonne semaine à tous et à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde.